Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle édition des webinaires La Fusée. Aujourd'hui, on se propulse, on se projette déjà en 2025 avec un sujet qui a été un de nos fils rouges de l'année 2024, à savoir l'intelligence artificielle. Pour ce webinaire du jour, on va focaliser le sujet de l'intelligence artificielle dans le cadre du référencement organique, donc autrement dit du SEO. Et la bonne nouvelle, c'est que pour parler de ça, j'ai quelqu'un qui est à la pointe de ces sujets avec Thomas Joachim. Salut Thomas, tu vas bien? Ça va très bien, et toi Clément? Bonjour à tous. Donc pour me présenter rapidement, je suis directeur de la performance chez Digitad, mais surtout pour aujourd'hui, j'ai aussi 11 ans d'expérience en SEO et j'ai essayé de vous partager justement quelques enseignements justement sur l'utilisation de l'IA dans le cadre du SEO. Merci beaucoup. On est bien content de t'avoir avec nous Thomas. C'est une première aujourd'hui pour ce webinaire-là. Et puis moi je suis Clément, je suis un des associés et des fondateurs du centre de formation La Fusée. On va en parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Et donc je travaille aussi pour Digitad, qui est l'agence du collectif dont on va parler. Thomas nous a rejoint il y a quelques mois de ça maintenant pour nous faire partager son expérience très très vaste des sujets numériques et plus particulièrement notamment du SEO. Donc on va voir pas mal de choses très très intéressantes aujourd'hui. J'espère que ça va vous intéresser à vous aussi. Avant de commencer, qui en est La Fusée? On est un centre de formation. On est spécialisé dans tout ce qui est marketing numérique et intelligence artificielle. On donne des formations de groupe sur une journée sur des thématiques reliées au marketing web et à l'IA. On a aussi des formations privées, de plus en plus de formations privées pour répondre aux besoins des organisations. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des besoins. On est agréé par la commission des partenaires du marché du travail. On est membre de la Soféduc. Et puis on essaie d'être le plus sérieux possible dans nos démarches. On fait partie d'un collectif qui s'appelle Intégral. La Fusée en fait partie, Digitad, dont Thomas est employé, en fait partie également. Intégral, notre ambition dans la vie, c'est d'essayer de couvrir au maximum tous les champs du numérique, la technologie avec Osmose, la création avec Frank, la performance avec Digitad, donc surtout tout ce qui est SEO, publicité en ligne, analytique, etc. La productivité et l'IA avec Genia, avec qui on a déjà discuté dans des précédents webinaires. Et puis La Fusée, donc qui est dédiée vraiment aux thématiques de la formation et qui est le véhicule principal sur ces webinaires. Donc voilà, bien content encore une fois de vous avoir avec nous aujourd'hui. Quelques petits points avant de débuter. Pour ceux qui n'ont jamais participé à un de nos webinaires, sachez qu'à la fin, il y a un petit quiz sur Kahoot qui a lieu avec une formation à gagner. Donc soyez bien attentifs à tout ce qui se passe pour être les plus vifs à la fin de ce webinaire. Si d'aventure vous vouliez faire un essai de formation avec nous ou vous reparticipez à une nouvelle formation avec nous si vous avez déjà participé, vous pouvez bénéficier de 15% de rabais avec le code IASEO15 pour les 30 premières personnes qui en profiteront. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit bouton que Mathilde vient de vous envoyer. Et dernier point, on a déjà planifié notre prochain webinaire. On prend une pause au mois de décembre parce que ça va être un mois court et intense et vous aurez sûrement mieux à faire vous aussi. Mais on revient en force au mois de janvier pour aborder un sujet hautement sensible et aride. Essayer de vulgariser au maximum le sujet du tracking sur le web avec Antoine Boroviac qui est notre gourou du sujet et qui a plein de choses intéressantes à raconter. Donc si vous voulez déjà anticiper votre 29 janvier prochain, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire en cliquant sur le bouton. Donc c'est parti, on peut démarrer. Juste un petit point au niveau des questions. Je vois qu'il y a du monde qui est déjà en train d'écrire dans le chat, de poser des questions, de nous saluer et je vous resalue une nouvelle fois. Ce que je vous invite à faire, s'il vous plaît, évidemment, vous pouvez utiliser le chat pour discuter entre vous, etc. Si vous avez des questions qui vous tiennent à cœur, s'il vous plaît, essayez de les poser davantage dans l'onglet « Poser une question ». Dans l'onglet « Questions » en bas à droite et de cliquer sur le bouton « Poser une nouvelle question ». Ainsi, les autres participants au webinaire vont pouvoir aller mettre des petits pouces en l'air sur les questions qu'ils jugent les plus pertinentes. Et à la fin de ce webinaire, on va essayer de garder un petit 10 minutes pour répondre aux questions qui ont eu le plus de likes. Souvent, on en a plus que le temps imparti qui nous reste. Et donc, c'est comme ça qu'on fait notre sélection. Donc, n'hésitez pas, vous allez en bas à droite et vous faites poser une question. Ça va nous aider derrière pour faire la sélection. Donc, on y va pour ce moment et ces 55 minutes à passer ensemble.
On va commencer par une petite introduction, faire un petit point sur où on en est, sur qu'est-ce que c'est l'IA, comment ça se traduit au niveau du référencement organique, et puis vers quoi l'industrie est en train de tendre. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet avec Thomas sur les impacts que va avoir l'IA sur votre stratégie SEO. Ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment comme toujours, d'être le plus pratique et applicable possible. Donc, on a pris toutes les grandes sections, les grands piliers du SEO, et on a essayé à chaque fois d'illustrer comment l'IA pouvait vous être utile, parfois avec des outils, parfois avec ChatGPT, et ça devrait vous donner pas mal de bonnes idées pour préparer votre stratégie pour 2025. Ensuite, on ouvrira un peu le sujet sur comment bien se préparer sur 2025 avec les approches qui nous semblent les plus adaptées à la réalité de l'industrie aujourd'hui, et on arrivera au temps des questions et du quiz. Donc allons-y. Pour démarrer, l'IA, qu'est-ce que c'est? Petit rappel, histoire de mettre la table. C'est la capacité donnée par l'homme aux machines de réaliser des tâches qui requièrent l'intelligence humaine. Par exemple, le raisonnement, l'apprentissage ou la compréhension du langage naturel. Pourquoi on a passé notre année 2024 à parler d'IA? Principalement parce que c'est un marché qui est en très 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 forte hausse, qui a commencé à débuter dans les années 2020, qui a commencé à exploser, je dirais, en 2022 avec l'apparition au grand public de ChatGPT, et qui est prévu pour exploser dans les années à venir. Pourquoi? Parce que finalement, si on refait le même webinaire dans 3 ou 4 ans, on se rendra compte qu'on est probablement des petits joueurs encore aujourd'hui en 2024, et que la robustesse des outils, la capacité à s'intégrer de façon extrêmement forte dans les processus des entreprises va faire en sorte que ce marché va littéralement exploser, et ce sur tous les pans d'un très grand nombre de métiers. Donc on anticipe une multiplication par 20 du marché entre 2021 et 2030. Si on met un petit peu plus le focus sur le sujet des moteurs de recherche, qui est notre sujet du jour, on voit que ça évolue très très rapidement, et qu'il y a pas mal d'éléments structurants qui se sont produits au cours des 2 dernières années. En mai 2022, j'en ai parlé, il y a ChatGPT qui est sorti. Ça a été une première révolution, même si en tant que tel, on était encore assez loin d'un impact immédiat sur les moteurs de recherche et sur leur façon d'adresser l'information. En novembre 2022, Google est rentré dans la danse, a voulu faire une démonstration de son futur outil qui s'appelait Bard. C'est magnifiquement craché avec des gros bugs au niveau de la présentation, a perdu beaucoup d'argent, mais mine de rien, c'était la première fois, même si ça a été un échec cuisant, que Google mettait un pied ou montrait sa volonté d'intégrer l'intelligence artificielle dans sa façon de raisonner et de répondre aux questions des internautes. Ça ne les a pas découragés pour autant. En 2023, ils ont annoncé la Search Generative Experience avec le projet Magie, donc grosso modo une autre interface avec de l'IA générative pour répondre aux questions des internautes. En décembre 2023, Magie a été un petit peu mis de côté, et Google a sorti ce qui aujourd'hui encore est son vaisseau principal pour l'IA, qui s'appelle Gemini ou Gemini. J'ai demandé à ChatGPT comment le prononcer. Visiblement, on peut le prononcer des deux façons, donc on va le prononcer Gemini pour aujourd'hui. Et donc, qui est supposé être le véhicule utilisé par Google pour nous pousser de plus en plus à utiliser l'IA via son propre moteur et non pas via ChatGPT. En mai 2024, il y a eu le déploiement de AI Overviews, donc à l'intérieur même de Google, la capacité d'avoir un petit moteur de réponse qui vient finalement nous amener des réponses à nos questions de façon générative, et donc qui progressivement nous habitue à nous sortir des réponses classiques telles qu'on avait l'habitude de les voir. Et enfin, en novembre 2024, donc tout récemment, finalement, il y a quelques jours, tremblement de terre avec le lancement de SearchGPT. Si vous êtes sur un abonnement payant à ChatGPT, vous l'avez probablement vu, vous avez maintenant une petite planète sur laquelle vous pouvez cliquer pour interroger le web en temps réel. Et ça, c'est quelque chose qui est proprement, pas révolutionnaire, mais qui est quand même un énorme pas en avant pour ChatGPT, puisque en s'offrant la capacité de donner des réponses immédiates et d'être sur du temps réel, on se rapproche de plus en plus des fonctionnalités de Google, et donc la concurrence entre les deux devient de plus en plus frontale, même s'il y a naturellement des différences qui restent assez importantes. Donc désormais, on parle aussi de GEO, Generative Engine Optimization, en complément du SEO, et c'est probablement l'enjeu majeur pour 2025
pour l'ensemble des acteurs du monde du SEO. Bing a misé sur ChatGPT pour rivaliser avec Google en début d'année 2023. Ça a été à l'époque un gros, ça a fait beaucoup de bruit à l'époque. On s'est dit, oh là là, est-ce que Bing va reprendre le pouvoir et des parts de marché très très significatives avec l'intégration de ChatGPT au sein de Bing. Dans les faits, il y a eu un gros push, il y a eu beaucoup d'utilisateurs actifs au début. Finalement, ça n'a pas tant pris que ça et ça s'est rapidement tassé au point que Bing Chat a été abandonné. Et maintenant, ce qu'a fait Microsoft, c'est qu'ils ont intégré Copilot directement dans les résultats de Bing. On va le voir juste après en termes de part de marché. Ça ne s'est pas traduit par une grosse explosion pour Bing et pour son utilisation. Par contre, ce qu'on voit en termes d'usage, c'est que oui, Google reste largement majoritaire avec 91% de toutes les recherches qui sont sur une propriété Google. Par contre, on se rend compte qu'on a une forme d'ajustement dans les façons de poser des questions à des moteurs de recherche ou à des moteurs de réponse et qu'il y a déjà 8% des personnes interrogées aux États-Unis qui utilisent ChatGPT plutôt que Google en priorité pour répondre à une requête. Et ça, c'est assez fascinant parce que en 2022, c'était 0%, en 2023, c'était sûrement 1 ou 2%. Aujourd'hui, on est à 8%. Et avec l'avènement ou la sortie récente de SearchGPT, on peut penser que c'est une proportion qui va encore augmenter. Je pense que personne n'est capable de prédire aujourd'hui comment sera l'état de ce marché-là dans un an, parce que c'est beaucoup trop frais et beaucoup trop imprévisible à l'heure actuelle. Par contre, c'est sûr que un 8%, ça devient un point d'attention majeur et une part du marché très importante auquel aussi il va falloir qu'on soit capable de répondre, parce que si on est mal référencé dans les réponses de ChatGPT, potentiellement, ça peut être pénalisant pour vos organisations et pour la visibilité de votre site Internet. Donc, c'est ça l'élément clé de notre présentation d'aujourd'hui. Les professionnels du marketing, ils l'ont déjà intégré, ce sujet de l'IA, autant dans l'utilisation et dans le fait que c'est important de bien apparaître, mais aussi dans le fait que ça peut être extrêmement puissant pour déployer des stratégies de contenu qui soient puissants. Donc, il y en a déjà 70% d'entre eux qui déclarent que déjà aujourd'hui, ça joue un rôle important. Ce qu'on va vous montrer dans les prochaines minutes, c'est comment nous, on l'utilise au sein de l'entreprise. Un élément ou une question qui est très souvent posée, qui vous vous posez déjà peut-être et qu'on va déjà adresser dès maintenant, c'est est-ce que c'est un danger si je génère mes contenus avec de l'intelligence artificielle et est-ce que ça peut être pénalisant pour moi au niveau de mon référencement? Ce que dit Google aujourd'hui, c'est ces contenus, ils sont considérés de la même façon. Donc, c'est pas comme s'il y avait un filtre généré par IA, oui, non, alors éliminé si c'est oui. Ce que fait Google, c'est qu'il dit, on va le considérer comme le reste. Si c'est généré par IA, mais que c'est utile et original, alors ce sera bien référencé. Sinon, si c'est du contenu qui n'a aucune valeur ajoutée, ou bien qui est dupliqué d'ailleurs, ou bien voilà, qui n'apporte rien, probablement que ce sera mal référencé. Donc, il n'y a pas de différence dans le traitement entre du contenu rédigé à la main ou du contenu rédigé par l'IA. Ce qui fait foi et ce qui fait la différence, c'est le côté utile et original. Ce qu'on sait par contre, c'est que là où au début de l'ère de l'IA, on était capable de se référencer très très vite et très très bien avec du contenu généré de façon très 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 automatisée avec les outils, il y a eu quand même des mises à jour de Google, notamment une grosse au mois d'août 2023, qui a fortement pénalisé les contenus rédigés par l'IA et qui n'étaient pas bien révisés ou qui n'apportaient rien justement. Donc là, exemple d'un site web dont je tairai le nom, qui a voulu surfer sur la vague au début de l'IA, qui a produit à la volée énormément de contenu, avec succès au démarrage. Mais quand Google a commencé à serrer la vis à ce niveau-là et à devenir plus strict, il y a eu des grosses pertes de trafic et ça s'est vu de façon très très significative on le voit sur le graphique, ça c'est les résultats de la Search Console, donc la visibilité du site web sur Google, ça s'est pas mal cassé la figure. Pour finir sur cette introduction, et puis je vais passer la main à Thomas, le message qu'on va vouloir faire passer dans les prochaines minutes, c'est que l'intelligence artificielle sera fort probablement indissociable de votre stratégie SEO en 2025, et surtout que ça sera le cas sur les 3 grands piliers qui, eux, existaient déjà depuis l'avènement du référencement organique, sur les 3 piliers du SEO, à commencer par le pilier de la technique. Et puis Thomas, je vais te laisser la main pour dérouler tout ça. Merci Clément.
Donc, je pense qu'avant qu'on démarre sur le détail de comment l'IA va essayer d'accompagner votre stratégie SEO en 2025, il faut toujours revenir un peu aux bases du SEO. Donc, on sait que le SEO va avoir 3 piliers. Donc, le premier va être la technique. Donc, vraiment, le socle technique de chaque plateforme, de chaque site va être clé, et de savoir comment l'IA va nous accompagner sur, on va dire, la gestion technique et l'analyse et les recommandations pour essayer d'avoir un site le plus performant et qui respecte les dernières règles qu'utilisent les moteurs de recherche pour définir facilement la performance d'une plateforme. Le deuxième pilier historique en SEO, c'est la partie sémantique, la partie contenu, qui est la plus connue et qui peut-être a le plus d'impact finalement avec les outils de Generative AI. Donc là, on va parler forcément de mots-clés, de création de pages, de pertinence. Et donc tout ça aussi, on va l'évoquer aujourd'hui pour savoir comment on a essayé d'utiliser les outils de Gen AI dans cette stratégie sémantique. Et enfin, le dernier pilier qui est un des moindres, et pas des moindres parce que c'est un des plus importants, mais qui est, on va dire, le plus difficile à travailler en SEO, qui est la partie autorité, donc ce qu'on appelle le netlinking, donc toute la partie génération de liens, tout simplement pour essayer d'augmenter finalement la popularité d'une plateforme et son autorité. Donc ça aussi, on va voir comment l'IA a pu aussi accompagner et nous accompagne sur nos stratégies d'acquisition de liens et de stratégies on va dire, de contenu sponsorisé. Donc on va démarrer justement l'impact de l'IA sur votre stratégie SEO en démarrant par quelles sont les différentes étapes. Quand on parle de stratégie SEO, parfois on veut tout faire en même temps ou essayer de travailler bon nombre de règles et d'étapes. Pour nous, il y a 6 étapes clés qu'on va vous présenter aujourd'hui sur une bonne stratégie SEO. Donc, comme je l'évoquais, il y a la partie technique forcément qui est un des premiers piliers et sans un socle technique performant, on va dire que la suite en production de contenu et liens n'auront pas d'impact si déjà le socle n'est pas performant. Derrière, on va détailler vraiment la partie sémantique. Vraiment, on aura trois points sur la compréhension de la demande des consommateurs, donc la fameuse étude de mots-clés. Derrière, comment cette étude de mots-clés va nourrir la stratégie de contenu. Et enfin, comment on va aboutir à la création de ce contenu. Et on terminera par forcément la partie autorité avec un exemple comment l'IA nourrit notre stratégie netlinking et la mesure de la performance pour essayer de voir comment derrière aussi on peut continuer à avoir une optimisation récurrente de nos stratégies SEO. Donc, je ne vais pas détailler tout le contenu qu'on va revoir aujourd'hui. Forcément, l'IA, quand on parle de technique, de sémantique et netlinking et de performance, va influencer sur bon nombre de critères. Donc ici, on a essayé de détailler un peu ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui sur que ce soit l'optimisation de la structure, les champs sémantiques, la partie création de contenu et stratégie de contenu et l'autorité. Donc là, c'est un certain nombre d'exemples exhaustifs. Moi, je propose, Clément, qu'on passe directement à la suite sur le détail avec des exemples assez concrets de comment l'IA nous a permis d'aller plus loin sur le support et on va démarrer tout de suite par le support technique. Donc, avant de rentrer dans le détail obscur de l'audit technique et de ce qui n'est pas forcément visible par les utilisateurs, c'est comment fonctionne un moteur de recherche. Je pense que c'est important de venir sur la base sur pourquoi finalement on utilise l'IA sur l'optimisation de maillage interne. Et un moteur de recherche, il a des agents qui vont analyser un site. On va parler de crawl de site mobile ou de site desktop, où il va passer un temps limité sur chacune des plateformes et chacun des sites. Et pourquoi l'IA est importante, c'est que l'outil qu'on va utiliser, nous, pour analyse technique, c'est un outil qui va simuler le même comportement que les moteurs de recherche, que ces agents. Donc là, ici, vous avez l'exemple de Screaming Frog, avec un joli graphe à droite d'exploration d'une plateforme. Donc bien sûr, Screaming Frog est un outil d'audit technique, de support de crawl pour analyser, on va dire, la structure d'un site et son organisation. On a aussi, par exemple, Botify, OnCrawl, il existe des dizaines de crawlers. Pourquoi Screaming Frog est un crawler qui est intéressant? C'est un crawler qui est gratuit dans une limite de 500 lignes d'exploration. Donc ça, c'est toujours intéressant quand on a des petites plateformes. Et après, on va dire le modèle commercial de Screaming Frog fait que c'est un outil qui est accessible. Donc c'est pour ça qu'on voulait vous présenter l'exemple avec cet outil. Donc comment on utilise Screaming Frog et l'intelligence artificielle pour optimiser le socle technique de notre plateforme? Donc on sait que dans le socle technique, dans les différents critères, on va avoir le maillage interne. Et pourquoi le maillage interne est important? Comme je l'ai évoqué, comment fonctionne un moteur de recherche? Il va explorer votre site.
Et comment il explore votre site? Par les différents liens qui sont présents sur le site, de la page d'accueil aux pages catégories, aux pages blog, aux pages services. Donc, toutes ces pages-là, finalement, il y a des liens qui existent. Et donc, l'objectif, c'est d'optimiser ce maillage interne pour que le crawler, lorsqu'il va dépenser son temps de crawl, puisse analyser les différentes pages et la compréhension des contenus, des différents types de contenus, que ce soit un contenu catégorie, blog, et dans mon blog, des différents types de contenus que je peux avoir sur mon blog, des recettes, des conseils, etc., etc. Donc, comment on a utilisé Screaming Frog? C'est que grâce à Screaming Frog, on peut exporter finalement toutes les données du crawl. En exportant ces données de crawl, je vais analyser typiquement les liens. Donc, tout le maillage finalement de mon site. Mais historiquement, avant l'avènement de l'IA, un expert SEO allait analyser directement, manuellement, ces différentes informations, et essayer de corréler le maillage d'une page vers une autre, et lorsque les pages n'étaient pas maillées, d'essayer d'identifier toutes ces pages, et à la main, d'essayer de traiter ces pages-là pour savoir quelle était la meilleure recommandation. Maintenant, grâce à un prompt et la connexion entre Screaming Frog et ChatGPT, on est capable de fournir ce fichier et de lui demander finalement d'identifier toutes les pages orphelines. Donc, une page orpheline, pour vous donner l'information, quelle est la définition d'une page orpheline, c'est une page qui est indexée, qui est présente dans la structure du site, mais qui n'est pas maillée. Donc, c'est une page qui ne reçoit aucun lien de votre site. Parfois, une page orpheline, ça peut être une page produit. Lorsqu'on a un site e-commerce, un produit qui n'existe plus. Donc, on a décidé de le retirer de l'arborescence, sauf qu'il y a encore parfois, cette page est encore indexée, donc elle ne reçoit plus de lien, mais elle existe encore. Donc, parfois, ces pages-là, il y a deux choix. Soit cette page-là doit être indexée sur les moteurs de recherche, donc il faut la remailler dans le site web. Soit cette page-là est une page orpheline qui n'existe plus, donc on ne veut plus, parce que le produit n'existe plus. Dans ce cas-là, il faut penser souvent à la rediriger, parce que voilà, c'est des pages qui finalement n'ont plus d'intérêt derrière, d'existence, et essayer de la désindexer des moteurs de recherche. Donc lorsqu'on a des dizaines et des dizaines de pages orphelines, on peut être accompagné par ChatGPT pour les identifier, d'identifier toutes ces pages-là qui ne sont plus maillées, donc on est capable de les lister, et d'essayer de savoir si ces pages-là, si elles ont un intérêt SEO, d'avoir des recommandations sur comment optimiser leur maillage interne. Donc ça, c'est l'exemple que vous avez à droite. Donc là, on a gagné en efficacité en exportant un crawl depuis un outil technique, et derrière, en lui demandant une information, d'optimiser le maillage interne de mon site, donc d'identifier toutes ces pages et d'essayer de voir si ces pages-là doivent être remaillées sur ma plateforme. Oui, donc temps gagné gigantesque, je pense, dans ce cas précis. Plus la plateforme est grosse, plus on a un volume de pages orphelines importante. Donc là, c'est vraiment le maillage interne, c'est un des points clés, notamment sur le support de l'IA, sur comment bien optimiser ce maillage, sachant que c'est un des critères d'autant plus importants sur le comportement des crawlers de Google pour analyser un site web. Super. On continue avec les idées de champ sémantique. Donc, quittons la partie technique pour aller dans la partie qui est la plus connue et qui est la création et l'optimisation des contenus. Donc, avant de partir sur une optimisation et une création, on a besoin forcément de comprendre la demande consommateur et ça passe par une analyse de mots-clés. Donc, pour l'analyse de mots-clés, historiquement, je pense que c'est ce que tout le monde a pu déjà réaliser, soit par l'outil planification de mots-clés de Google, soit par des outils comme SEMrush qui proposent des solutions d'exploration des mots-clés, ou tout simplement en utilisant Google et en recherchant les mots-clés associés que propose Google directement dans son interface. Donc ça, c'est quelque chose qui existe depuis la création, on va dire, des moteurs de recherche et notamment de Google. Et la réalité, ce qui est beaucoup plus complexe, c'est comment, par rapport à mon écosystème, je peux avoir une bonne recommandation de mots-clés. Et c'est là où déjà SEMrush, qui est un outil qui est, je pense, reconnu et qui est aussi accessible sur son utilisation pour essayer d'analyser des mots-clés, c'est de créer un projet. De ce projet, on va associer le nom de domaine de mon site web et derrière, je vais associer l'exploration de mots-clés à mon environnement. Et grâce à Copilot qui est directement intégré maintenant dans l'outil SEMrush, je vais avoir une recommandation qui va être beaucoup plus affinée par rapport à mon besoin sur les mots-clés sur lesquels je vais devoir travailler en rajoutant bien sûr les informations importantes de la difficulté en fonction de l'environnement concurrentiel et bien sûr les volumes de recherche pour savoir s'il y a du potentiel. Donc tout ça va nous aider déjà à clarifier quels sont derrière les mots-clés dans une première étape de sélection pour ma stratégie de création, notamment sur une formation WordPress par exemple. La deuxième étape, une fois que j'ai ces mots-clés, c'est l'intention de recherche qui est clé et ce qu'on peut appeler la clusterisation. Donc là, pareil, chez Digitad, on a aussi utilisé un outil d'automatisation
de la clusterisation, donc de la catégorisation, qui est le Keyword Insight. Donc c'est un outil aussi qui existe et qui est aussi sous forme de licence et qui nous permet de gagner en efficacité. Tout simplement en sélectionnant, parce que là sur la formation, on ne pouvait pas vous afficher tous les mots-clés, mais parfois on peut avoir des territoires, on va avoir 20, 30, 50, parfois une centaine de mots-clés. Donc comment une fois que j'ai ces centaines de mots-clés, ces dizaines de mots-clés, comment j'arrive à bien les clusteriser? Et ça, grâce à des outils comme Keyword Insight, on est capable de bien clusteriser par intention de recherche pour nourrir derrière l'étape suivante qui va être la création de brief. Donc là aussi, le gain d'efficacité pour un expert SEO d'essayer d'affiner le choix des mots-clés primaires et secondaires par rapport à la difficulté, l'environnement concurrentiel, les volumes de recherche et le potentiel a été vraiment un gain grâce à vraiment l'analyse de cet écosystème grâce à Copilot et derrière à la clusterisation grâce à Keyword Insight. Donc une fois qu'on a sélectionné ces mots-clés primaires et secondaires, donc je veux me positionner sur différents mots-clés, on va avoir également le choix des questions. Donc d'aller un peu plus loin, parce que souvent dans les mots-clés, on va avoir des mots-clés qu'on appelle du short tail, donc des mots-clés assez courts, genre formation WordPress, formation débutant WordPress, donc on va avoir 1, 2, 3. Et on sait maintenant que dans la manière dont les moteurs de recherche fonctionnent, dans la proposition native des moteurs de recherche sur quelles sont les recherches associées, on va avoir ces questions. Et notamment aussi sur le résultat des moteurs de recherche, on va aussi avoir bien sûr ces questions qui vont s'afficher. Et donc ici, on a à voir l'outil que vous connaissez peut-être qui a aussi un accès gratuit, limité bien sûr, et un accès en licence, qui est l'outil People Also Ask, qui est un outil qui existe aussi depuis quelques années, qui nous permet également de clusteriser les différentes questions. Et derrière, grâce à cet export de données, parce qu'on peut exporter ce fichier en CSV avec toutes les questions posées sur les différentes thématiques, de nourrir ça avec ChatGPT pour essayer d'identifier finalement quelles sont les questions que je vais devoir intégrer dans mon brief pour avoir le meilleur contenu qui apportera la meilleure réponse aux utilisateurs. Donc là également, en utilisant un agent IA personnalisé qui est expert dans les questions-réponses et en associant cet agent à un export de mathématiques, formation WordPress, je vais avoir la liste des questions par thème, bien structurée pour nourrir mon brief pour la prochaine étape qui va être l'étape très importante de la création du contenu. Donc là, sur les deux précédentes étapes, je vous ai expliqué comment bien sélectionner les mots-clés et comment bien choisir les questions attendues par les consommateurs. Donc maintenant, on va passer à l'étape qui va être la création du brief. Donc pareil, historiquement, lorsque ChatGPT est sorti en 2021, on pouvait demander à ChatGPT, crée-moi un contenu, un article avec une structure, et on pouvait récupérer et derrière créer le contenu et intégrer sur le site. Je pense que Clément a démontré que tous ceux qui sont allés massivement sur ce type de stratégie ont été plus ou moins impactés par l'update de Google, le Content Helpful Contents. Donc comment on fait pour avoir un contenu qui se rapproche le plus de ce qui est attendu par l'utilisateur, mais également avec la meilleure qualité et la meilleure pertinence? C'est en utilisant des outils. Alors là, on a utilisé Phrase, qui est un outil qui est également sous licence et qui, pour nous, me semble l'outil le plus pertinent. Mais on a aussi plein d'outils qui permettent de générer des briefs grâce à l'intelligence artificielle. Et donc, grâce à ça, nous, on va pouvoir donner un certain nombre d'informations, bien sûr, sur le mot-clé cible et derrière, sur tous les fichiers qu'on a pu télécharger sur les mots-clés primaires et secondaires, les questions, pour à la fin avoir un brief le plus structuré. Donc, bien sûr, ici, on parle de structure HN. La structure HN, c'est comme une dissertation. H1, H2, H3, titre, sous-titre, sous-thématique au sein d'un paragraphe. Donc, grâce à ça, on va avoir une structure qui va être le plus optimale, grâce notamment à Phrase qui intègre, bien sûr, des solutions de GenAI pour pouvoir accompagner cette création. Et donc, l'étape après, c'est j'ai mon brief qui est validé par l'expert SEO. Comment je passe à la création? Donc là, chez Digitad, on a fait le parti pris de créer notre agent avec l'aide de Claude pour avoir un contenu de meilleure qualité. Je crois qu'il y avait des questions sur l'originalité du contenu ou sur comment on fait pour avoir un contenu qui n'est pas un contenu vraiment, dès la première lecture, dès le premier paragraphe, on note que c'est un contenu qui est créé par l'intelligence artificielle. Et donc ça, c'est, on va dire, la force d'avoir
souvent une agence ou une équipe SEO qui a des dizaines et des dizaines de clients et qui a une diversité de connaissances sectorielles pour nourrir un agent IA. Et en plus de ça, de connaître l'ensemble des critères SEO pour avoir un contenu qui soit généré de manière optimale en respectant les différents critères de Google. Et bien sûr, d'essayer aussi d'avoir testé pour essayer de se rapprocher du comportement humain, parce qu'en intégrant au sein de ce agent, dire Digitad, le ton de la plateforme sur lequel on va intégrer le contenu, le fameux tone and voice, l'historique de toutes les créations qui ont été validées, qui ont été rédigées par l'humain. Donc tout ça permet d'avoir un contenu qui est le plus proche finalement d'un contenu qui serait rédigé par un humain. Et donc ça, c'est aussi la force finalement de créer ces écosystèmes. Donc là, nous, on a créé notre propre écosystème et on va dire toute personne qui souhaiterait utiliser un agent IA peut créer un projet et nourrir ce projet. Alors forcément, on a l'intelligence de Digitad qui est derrière cette création, mais en essayant de créer cet agent spécialisé dans notre catégorie, sur notre plateforme, on sera capable de, à partir du brief créé par exemple Phrase ou d'autres plateformes, et en utilisant cet agent, d'avoir un contenu le plus performant possible qui respectera les critères SEO, le ton de la plateforme et bien sûr derrière d'essayer d'avoir la meilleure réponse possible et le contenu le plus pertinent. Et je vais terminer par la partie autorité. Donc la partie autorité qui est, on va dire, la plus compliquée parce que c'est comment je vais générer des liens, entre guillemets, le plus naturellement possible. Mais on sait très bien que sur cette partie autorité, on va avoir besoin de créer des partenariats avec un certain nombre de plateformes, des blogs ou parfois des plateformes médias ou de la presse. Et donc tout ça fait que je dois analyser souvent l'écosystème des liens que ma plateforme ou mes concurrents ont générés sur les 12 derniers mois ou sur les 24 derniers mois. Donc historiquement, avant l'avènement de l'IA, comment ça se passait? J'allais sur des outils comme Majestic, comme Moz, comme SEMrush aussi a intégré cette fonctionnalité de backlinks. On avait également Ahref, donc tous ces outils un peu netlinking. On rentrait à un nom de domaine, on téléchargeait les liens, on analysait ces liens, on pouvait comparer. Bref, c'était très manuel. Maintenant, grâce à l'IA, on va pouvoir également créer un agent spécialisé sur cette partie autorité, aller sur un outil comme Majestic par exemple et rentrer différents types de noms de domaine, le nom de domaine de ma plateforme, la fusée, de mes concurrents, toujours sur des formations par exemple en ChatGPT ou en WordPress, et regarder tous les liens qu'ils ont générés en faisant parfois l'analyse de si c'est des liens sponsorisés ou non et de la qualité, de l'autorité de ces liens. Et tout ce listing de benchmark concurrentiel, je vais pouvoir la nourrir auprès d'un agent IA, donc de ChatGPT dans cet exemple, et d'essayer de comprendre finalement quels sont les sites de qualité et les pages que je dois cibler pour essayer potentiellement de optimiser les liens brisés. Donc là, c'est un point où comment je peux optimiser ces liens derrière qui sont mal redirigés ou directement d'avoir une stratégie vraiment d'acquisition de liens, de savoir quelles sont les plateformes et les blogs que je souhaiterais contacter pour pouvoir optimiser ma stratégie d'acquisition de liens. Et je crois que c'est la slide suivante, exactement, qui était une bonne transition. Donc ici, on a l'exemple justement auprès de Majestic des différents, on va dire, liens créés par mes concurrents et de nourrir toute cette liste de liens. C'est-à-dire parfois, on peut avoir une centaine de 100. Donc, un humain prendrait des heures à analyser chaque lien, à analyser l'autorité, à comprendre si ce lien était naturel ou sponsorisé, à directement fournir cette liste, donner mes critères de choix sur ma stratégie d'acquisition. Je veux des liens qui ont telle autorité, avec tel trust flow, qui sont sur telle thématique, avec tel encore texte, donc tel mot-clé. Et je vais avoir derrière une liste. Là, vous avez un exemple d'une liste d'un template, mais il faut imaginer que l'outil peut me proposer une vingtaine, une trentaine, une quarantaine de propositions. Et derrière, j'ai juste à définir dans ce choix quelles sont les plateformes sur lesquelles peut-être j'ai déjà travaillé ou d'autres avec qui j'ai envie de travailler pour commencer à les contacter et à travailler ce fameux contenu sponsorisé dans une stratégie d'acquisition de liens. Donc, en gros, ce que tu fais ici, c'est d'aller regarder qui parle de tes concurrents et d'identifier qui sont les gens qui parlent de tes concurrents et ensuite de gagner du temps pour les identifier. Et comme ça, la valeur ajoutée ou le temps que tu passes, c'est davantage sur le fait de prendre contact avec eux pour derrière essayer toi aussi d'avoir tes propres liens avec ton site sur leur plateforme. Exactement. C'est vraiment de prendre l'historique de la stratégie de mes concurrents sur ces backlinks, s'ils ont eu une stratégie. Parfois, ils en ont pas eu. En fait, c'est naturel. Et les chances qu'ils ont eu sur ces liens naturels, c'est aussi de les analyser. Parce que si cette plateforme a mis un lien vers un site d'un annonceur sur tel type de service ou tel type de produit,
pourquoi pas? Pourquoi ce même blog ne ferait pas un lien vers ma plateforme pour parler de ma formation WordPress ou de ma formation ChatGPT? Super. Et pour terminer, une fois qu'on a créé mon contenu avec un socle technique solide et une stratégie de backlinks pertinente, je vais avoir la mesure de la performance. Donc pareil, là, certains vont utiliser directement l'environnement Google Analytics, d'autres vont directement utiliser uniquement l'environnement Search Console, d'autres vont avoir des Looker Studio qui connectent un certain nombre d'informations. Le point qu'on a noté, nous, sur les experts SEO, c'était le temps qu'on passait à analyser ces données et à faire du constat. De mon trafic monte, mon trafic baisse, j'ai gagné des positions, j'ai des baisses de position, j'ai gagné des liens, j'ai perdu des liens. Globalement, historiquement, on avait beaucoup de constats dans notre analyse qui derrière amenaient potentiellement à comprendre pourquoi on avait ces baisses, donc pareil du temps humain, et d'essayer de trouver des solutions pour pouvoir potentiellement réviser ma stratégie. Grâce aux outils et aux assistants IA, on va pouvoir, à partir des mêmes outils qui sont mon rapport de positionnement SEMrush ou Ahref, mes backlinks qui ont été générés grâce à la partie netlinking, toujours de SEMrush ou Ahref par exemple, mes données Search Console, mes données Analytics de performance, donc de savoir toute la partie impression, clic, session et tous les événements que je peux derrière cibler sur la partie conversion ou temps passé ou autre en fonction des objectifs de conversion de ma plateforme, de demander aux outils d'analyser la performance, donc de me dire quelles sont les pages qui ont évolué, donc cette partie constat, et de m'expliquer pourquoi elles ont évolué. Donc, j'ai gagné en visibilité grâce au gain de position sur ces mots-clés. Donc, tout ce travail-là est déjà pré-mâché par l'agent IA. Et derrière, le temps pour moi, doit être le temps d'intelligence et de révision de la stratégie sur quelles sont les opportunités d'optimisation. Donc, comment maintenant, à partir de mon reporting mensuel, j'identifie quels sont les axes prioritaires pour les prochaines semaines ou les prochains mois sur les pages cibles. Et derrière des suggestions, donc quelles sont mes opportunités sur l'existant et où est-ce que je pourrais aller plus loin sur derrière des territoires que je n'ai pas assez développés. Donc tout ça permet finalement d'orienter mes pas mensuels avec mon client sur beaucoup de temps d'interprétation de données à maintenant beaucoup plus d'intelligence sur des recommandations et d'orientation parce que le SEO n'est pas une fois infuse. Forcément, parfois, il y a parfois une phase ou une deuxième phase d'optimisation. On ne peut pas promettre une première position, c'est impossible. On est toujours sur un engagement de moyens sur des actions SEO. Et donc là, je peux reprioriser mon plan d'action SEO sur potentiellement une réputation d'une page existante ou derrière d'aller explorer un nouveau territoire pour augmenter ma visibilité et gagner des nouveaux utilisateurs sur ma plateforme. Super. Et donc, ce qu'on voit, c'est que chez La Fusée, il faut qu'on travaille un peu sur formation rédaction web et formation Google Ads puisque plein de gens le cherchent et on génère peu de trafic là-dessus. Exactement. Il va falloir qu'on en parle. Donc, pour résumer, comment finalement l'intégration de l'IA a été indispensable dans nos solutions, c'est que sur chacune des étapes d'une stratégie SEO, l'IA a joué un rôle, il joue un rôle, il jouera encore d'autant plus un rôle dans les prochains mois et les prochaines années pour nourrir, forcément la stratégie de lancement, mais surtout d'être en support sur toutes les étapes de l'expert SEO pour derrière avoir une évolution des performances, donc d'avoir des contenus les plus performants, d'avoir un socle technique qui derrière soit optimal pour optimiser le temps passé de Google à interpréter finalement l'organisation de ma plateforme jusqu'à derrière mesurer la performance et adapter ma stratégie en fil rouge pour derrière augmenter ici comme exemple sur l'évolution de la performance de la fusée sur le volume d'impression qu'on peut réussir grâce à une stratégie de création de contenu, mais qui n'est pas seule. Parfois, on pense uniquement IA et création de contenu, mais derrière, il y a tout derrière sur la partie, bien sûr, technique et autorité, cercle vertueux du SEO, jusqu'à derrière à pouvoir vous présenter cette mesure de la performance et ses résultats. Exact, que je rajouterais, mais on s'évertue à le dire depuis la toute première fois où on a parlé d'IA de façon générale, c'est l'idée de se dire l'IA va faire tout mon boulot et ça va couler tout seul reste une utopie. Aujourd'hui, la meilleure façon de l'utiliser, c'est pas de l'utiliser comme votre remplaçant, c'est d'utiliser comme votre assistant. Et ce petit schéma le montre bien finalement. À chaque étape,
votre touche humaine, c'est ça qui va faire la différence. Vous n'aurez pas de succès si vous vous dites que vous allez juste faire 3 prompts et appliquer tel quel ce que la machine va vous sortir. Ça, c'est en tout cas à l'heure actuelle, et ça restera probablement pour encore un petit moment une utopie. Ce qui fera la différence à la fin, c'est votre capacité à vous, humain, d'utiliser autant que possible la puissance de cet outil-là. Et pour rebondir, Clément, je pense tu dis de cet outil, et j'ajouterais, on voit bien qu'un agent ChatGPT isolé va avoir une limite, et c'est cette limite d'ailleurs qui a impacté bon nombre de plateformes avec les contenus qui ont été générés de manière massive et sur lesquels bon nombre ont été impactés. Où on voit bien que tout de suite, en tant qu'expert SEO, on n'a pas décidé de supprimer tous nos outils et d'arrêter en grande partie notre métier sur un certain nombre de points, mais plutôt je pense qu'on a augmenté le volume de licences d'outils depuis l'avènement de l'IA. Déjà parce qu'on a dû prendre des licences ChatGPT. D'autant plus, on a dû investir sur du développement et de la R&D sur des agents IA internes. Et on continue en ce moment à avoir des réflexions sur quels sont les outils qui vont nous permettre de faire le travail d'exportation et d'analyse, on va dire, de plateforme pour que ces outils soient de plus en plus de support et qu'on arrive à connecter pas seulement 1 à 2 outils à ChatGPT, mais voilà, tous les outils nécessaires pour qu'on soit de plus en plus optimal et de plus en plus, à dire, pertinent sur l'intelligence qu'on va mettre sur chacune des recommandations techniques, sémantiques et netlinking. Parce que voilà, le mandat d'un support SEO va pas forcément augmenter, mais sur ce même mandat, sur le même temps homme, comment on fait pour gagner en efficacité? Et c'est notamment grâce à tous ces outils qu'on vous a présentés aujourd'hui. Et à chaque fois, sur chacune des slides, il y a au minimum 2 outils et parfois 4, voire 5. Et donc, c'est comment on arrive à connecter tous ces outils pour avoir la meilleure stratégie SEO sur les différentes étapes. Et je vais prendre une des questions qui est en train d'avoir une popularité incroyable, la question de Jen, qui visiblement vient chercher pas mal d'entre vous, et qui demande, c'est pas tous qui ont le budget pour avoir une licence payante de tous ces outils. Quels sont les essentiels ou pouvons-nous avoir les mêmes résultats avec un compte gratuit de ces outils? C'est vrai que pour nous, c'est notre métier de faire du SEO en tant qu'agence, donc on peut s'équiper des outils les plus robustes et y mettre et investir parce que c'est notre cœur de métier, j'ai envie de dire. Mais comment faire si on a des petits moyens et qu'on veut quand même réussir à s'en sortir en 2025? Alors, c'est une bonne question et j'ai essayé d'y répondre quand j'étais sur chacune des étapes en expliquant qu'à chaque fois les outils avaient toujours une version gratuite. Je pense que quand je parle de Screaming Frog, il y a une version gratuite. Quand je parle de Majestic, je crois qu'il y a également une version. On peut avoir un peu d'informations gratuitement. Donc il y a sur People Always Ask, il y a aussi une version gratuite. SEMrush, je sais plus s'ils ont encore une version gratuite ou si on est tout de suite sur une licence. Mais je crois que l'entrée de gamme de la licence SEMrush est très accessible. Je pense que si je devais recommander vraiment au minimum 2 outils, ce serait Screaming Frog et SEMrush. Pourquoi? Parce que on a besoin d'un outil technique. Alors même si sur SEMrush on a une capacité de crawl sur la version payante, donc on pourrait avoir que SEMrush et utiliser le crawler de SEMrush. L'avantage de Screaming Frog, c'est qu'il y a une version gratuite et la version payante reste encore très accessible et permet de jouer avec un agent IA sur les fonctionnalités qu'on va demander sur la partie socle technique. Donc ça, c'est un point qui est important. Je pense que c'est vraiment les 2 outils indispensables. Et bien sûr, après, en fonction des besoins, on peut rajouter des outils. Forcément, aujourd'hui, nous, en tant qu'agence, on va avoir beaucoup plus de licences. Mais un acteur qui voudrait démarrer ses connexions d'outils et de ChatGPT ou d'autres assistants IA pourrait très bien le faire avec toutes les versions gratuites qui existent et de pouvoir démarrer sa phase de sélection de mots-clés, la correction avec Screaming Frog des erreurs techniques de sa plateforme ou de l'optimisation de son maillage interne et bien sûr avec les outils comme Magixis ou Moz, je crois également à une version gratuite, d'identifier les opportunités d'autorité et de backlinks. Mais c'est un point qui est important, c'est que surtout ne faites pas 100% confiance sur des recommandations SEO de la part des assistants comme ChatGPT ou autres, toujours le nourrir avec des outils externes qui vont pouvoir l'aider parce que lui a sa propre base de données, sa propre base de connaissances, on va dire de comment fonctionne le SEO, on va dire toutes les définitions et les stratégies SEO, mais il a besoin d'avoir vraiment
une personnalisation du prompt et derrière des fichiers sur lesquels on va lui demander une réponse pour la partie technique, pour la partie sémantique et pour la partie autorité. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut retenir. C'est si vous voulez gérer toujours en interne ce support, pensez bien à utiliser toujours des outils et des outils experts qui ont un historique sur la partie technique, sur la partie sémantique et la partie netlinking. Et c'est en ce sens où les outils que j'ai recommandés sont les outils, je pense, indispensables pour préparer notamment votre stratégie SEO en 2025. Merci Thomas, et j'espère que Jen, ça t'a éclairé un petit peu et que ça a éclairé les 23 autres personnes à qui cette question gaulait les lèvres. On va basculer sur 2025. Comment on fait pour bien se préparer pour 2025? Alors comment on fait? Forcément le moteur de recherche il a un peu évolué depuis 1998. On est passé vraiment d'un moteur de recherche à toujours le 2010, mais je pense que le visuel date avant 2010 quand je le regarde, en 2024 avec toute l'évolution de la page de résultats de Google qui a intégré ce qu'on a appelé direct answer, donc les positions 0, donc ces fameuses réponses. Toujours penser qu'un moteur de recherche, notamment comme Google, doit optimiser la réponse pour que d'une question d'un internaute, il y ait le moins de clics possible pour avoir une réponse à cette question. Ça a toujours été la logique de Google. Toujours aussi dans une logique de anti-spam. Donc, pour avoir la meilleure réponse, il faut retirer toutes les plateformes qui essaient de tricher et qui n'apportent pas forcément une bonne réponse. Et donc là, en 2024, déjà, on avait déjà une grosse évolution, et même sur les dernières années, avec beaucoup d'évolution de cette page de résultats. Jusqu'à 2025, on va avoir directement cette réponse à cette question qui va forcément partir des assistants IA, donc notamment ici celui de Google, donc Gemini, derrière qui va apporter une réponse. Et on peut voir qu'en bas, il y a quelques petits points où on peut affiner notre question. C'est-à-dire qu'au lieu de refaire une requête, notre comportement, à tous, lorsqu'on est sur un moteur de recherche, c'est qu'on va taper un mot-clé. Puis si la réponse n'est pas bonne, on va retaper un mot-clé, potentiellement retaper un mot-clé. Voilà. Et ça aussi, Google, il veut qu'on ait le moins de comportement ou du moins de temps à affiner ma recherche. Et donc, ici, il va proposer directement différents types d'affinage de sa recherche au sein de sa réponse avec un assistant IA pour pouvoir derrière éviter que vous ayez un certain nombre de clics ou d'interactions avec le moteur pour avoir votre réponse à votre question. Alors, comment tout ça va aussi évoluer? C'est que Google ne va plus être tout seul. Et comme l'a présenté Clément en introduction, on a depuis novembre Search GPT, donc Geo Search GPT, qui est arrivé. Et pour tous ceux qui ont une version payante de ChatGPT, peut-être que vous l'avez déjà utilisé. Et donc ça, c'est une petite révolution parce que depuis quelques temps, on va dire que ChatGPT, pour moi, était plus un moteur de réponse, plus qu'un moteur de recherche. C'est-à-dire qu'il proposait une réponse, et d'ailleurs, on a encore le cas dans l'exemple, on va avoir une réponse, mais qu'est-ce que ça va changer finalement d'avoir cette partie plutôt vraiment moteur de réponse qui commence à transiter vers un moteur qui va apporter plusieurs types de réponses. Et quand je dis plusieurs types de réponses, c'est ce que faisait également Google lorsque lui propose sur sa page de résultats différents types de formats. Je veux une recette, on peut proposer une recette textuelle, vidéo. Voilà, il y a différents types de formats qui vont s'afficher et différents types de recettes qui vont s'afficher et différents types de plateformes. Peut-être que je vais aller voir ma recette sur cette plateforme parce que j'ai l'habitude d'aller sur cette plateforme ou sur une autre. Ou aller sur TikTok parce que je suis maintenant les jeunes qui ont entre 25 et 35 ans vont plutôt regarder des recettes sur TikTok que sur un site culinaire. Donc ça, il est important de le prendre en compte parce que, résultat, SearchGPT va également devenir un moteur qui va proposer différents types de réponses. Si je recherche la meilleure agence SEO à Montréal, je vais avoir GeoSearchGPT qui va me proposer différents types d'agences SEO avec potentiellement des liens vers ces plateformes. Donc, on va avoir potentiellement de l'acquisition qui va venir de ce moteur de recherche ou du moins sur la partie considération de mon produit, de mon service, je vais également avoir une réponse qui va être affichée. Et au même titre que Google, où tout le monde fait confiance et foi en la première position de Google ou en la deuxième ou en la troisième, ça va avoir le même comportement sur SearchGPT. Donc, comment on peut se préparer à ça? Il faut préparer déjà forcément, on va dire, l'autorité sur mathématiques en essayant d'avoir une stratégie
sur les différentes plateformes qui ont une forte autorité auprès de SearchGPT, comme les forums par exemple. J'irai aussi plus largement la presse. On peut voir d'ailleurs dans les exemples à droite, on va voir un certain nombre de plateformes de presse reconnues sur lesquelles SearchGPT va se baser, un peu comme Google qui se base aussi sur l'autorité des plateformes. Et on sait que les grosses plateformes de presse ont bien plus d'autorité, comme au même titre que potentiellement Wikipédia. Donc tout ça est important aussi dans cette prise en compte. Bien sûr, il va falloir aussi travailler sa stratégie d'autorité. On sait que c'est beaucoup plus compliqué et je vous ai présenté un petit exemple avec Majestic. Oui, il va continuer à falloir générer des liens, mais pas forcément générer des liens pour générer des liens, mais d'avoir une stratégie netlinking pas forcément de masse, mais beaucoup plus concentrée. Essayer d'avoir vraiment des contenus de qualité et niche pour pouvoir essayer de faire monter votre autorité et que SearchGPT prenne en compte ces contenus et derrière ces liens vers votre plateforme pour savoir que votre plateforme est pertinente. Et enfin, bien sûr, il y a toute cette partie questions-réponses où j'expliquais avec People Also Ask comment définir une bonne stratégie. Ben forcément, on va également s'assurer d'avoir des réponses à l'ensemble des questions des consommateurs. Donc, essayer de bien sûr utiliser People Also Ask pour identifier toutes les questions des consommateurs sur vos territoires sémantiques et de voir si votre plateforme répond à ces questions. Et bien sûr, après, il y a une expertise SEO pour savoir comment bien structurer une page avec des questions. Vous avez bien sûr l'exemple sur le brief, comment créer un bon brief avec des phrases, avec d'autres outils qui vous proposent des créations de brief. Ça aussi, c'est important de le prendre en compte pour savoir comment structurer ces questions au sein de vos différentes pages. Et quelle influence ça va avoir? Quand on parle d'acquisition SEO, on parle forcément de clics. Et ces clics, c'est en fonction de mes impressions. Donc, où est-ce que je suis diffusé? Avec quel type de format? Est-ce que les personnes vont cliquer pour derrière atterrir sur ma plateforme? Ou derrière, si c'est pas sur ma plateforme, de regarder ma vidéo sur YouTube ou sur un autre site média sur lequel ma marque est présente, sur lequel j'ai potentiellement fait un partenariat. Et là où historiquement SEO, on avait une CTR curve qui se basait sur ma première position, deuxième position, avec un taux de clic sur la première position qui était entre 30 et 34%. D'ailleurs, ça pouvait baisser à 18%, puis après à 12%, puis après à 5%, etc., voire à 2%, et moins qu'on était à partir de la cinquième position. Donc oui, cette CTR curve, elle existe encore sur certains formats SEO classiques, mais en réalité, il n'y a plus une courbe de clic, mais il y a des dizaines de courbes de clic qui existent par rapport aux différents moteurs de recherche. Je ne connais pas encore la courbe de clic du nouveau moteur de Search GPT, donc il faudra un peu de temps et d'historique pour avoir le taux de clic moyen en fonction d'une première, deuxième, troisième position. Et pareil sur les différents formats, en fonction de si on est sur un visuel, type recette, ou si on est en direct answer, si on est sur une vidéo. Donc cette diversité de CTR, quand j'ai fait les derniers grands événements SEO, il y avait beaucoup de focus sur de comprendre comment était le comportement utilisateur sur mes différents résultats pour optimiser, parce que quelle va être la stratégie SEO derrière en 2025? C'est pas forcément d'aller chercher plus de territoire, de développer plus de contenu, mais d'optimiser ce CTR en fonction de ce qui est attendu par l'internaute. Et là, ce qui est attendu par l'internaute, c'est pas forcément un format textuel, ça peut être différents types de visuels. Et comment y arriver? Là, on a des... Voilà, là, je suis tous les exemples. Beaucoup d'exemples. Voilà, tu as le temps de les voir. Comment y arriver? On a développé chez Digitad une vision qui s'appelle le Holistic Search, qui n'est pas un terme nouveau en search, mais qui, à la base, lorsqu'on travaille une stratégie SEO, et je vais vous l'expliquer, on partait du mot-clé, ces mots-clés, ils partaient d'une base de données qui est la base de données Google. Si on va avoir une bonne stratégie pour optimiser vos CTR et les différents formats, ces formats, ils ne sont pas uniquement Google, et pas du tout, parce que Google, qu'est-ce qu'il indexe sur son moteur de recherche? Bien sûr, il indexe les sites des annonceurs, mais il indexe aussi les réseaux sociaux. YouTube, ça fait des années, bien sûr Facebook, X, etc. Il indexe également Pinterest, TikTok, Instagram également sur son moteur de recherche et bien sûr toutes les plateformes e-commerce. Donc si on veut avoir une bonne stratégie de format et de couverture de la demande sur les pages de résultats, que ce soit Google ou SearchGPT, il faut avoir vraiment une stratégie de connaissance du consommateur pour savoir ce qu'il attend, qui l'influence et où il achète. Et de vraiment baser cette stratégie sur le langage consommateur pour avoir une bonne stratégie d'opportunité, de priorisation. On sait très bien, on l'a évoqué tout à l'heure, j'ai pas le budget pour payer des licences. C'est également, je n'ai pas les ressources pour créer une cinquantaine, voire une centaine de contenus. Comment je fais pour prioriser? Et c'est grâce à ça, grâce à cette analyse Holistic Search qui prend en compte vraiment la couverture globale. Et je sais que ceux qui ont des licences SEMrush peuvent avoir cette fonctionnalité d'analyse des différents formats qui sont présents sur la page de résultats, d'identifier les opportunités, de définir s'il faut que je fasse une stratégie
plutôt créative sur la partie vidéo, visuelle, avec Pinterest, Instagram ou autre, ou des tableaux HTML qui présentent mon produit, ou également optimiser des questions. Typiquement, ça aussi, ça fait partie des formats qui influencent le CTR pour à la fin améliorer mes performances SEO. Je ne parle plus d'une couverture classique SEO, mais j'analyse les différents pixels sur la page de résultats. Et si c'est ma vidéo YouTube, il faut que je la prenne en compte sur ma part de voix SEO. Si c'est mon contenu Instagram, il faut que je le mette. Si c'est mon partenariat netlinking avec un site culinaire, il faut que je prenne en compte sur ma part de voix SEO. Et si c'est mon produit qui remonte également sur Amazon ou sur Walmart, il faut que je le prenne en compte. Et à l'intérieur de TikTok, à l'intérieur de YouTube, à l'intérieur d'Amazon, je vais avoir la même logique d'analyse du positionnement, premier, deuxième, troisième sur la partie organique, pour comprendre est-ce que je suis visible également, pour à la fin identifier les axes d'amélioration, d'optimisation de mes fiches produits ou des contenus visuels, pour à la fin avoir des contenus les plus engageants, là où l'engagement était beaucoup plus un critère réseaux sociaux, voire community management, voire sur des campagnes sur les médias sociaux. Donc cet engagement, il est d'autant plus essentiel. Depuis historiquement, Google parle de moteur d'expérience, on parle de Search Engine Experience. On est d'autant plus sur cette partie engagement qui va vous permettre de remonter sur Google, sur Bing, sur SearchGPT. Parce qu'il faut savoir que SearchGPT base en grande partie son moteur de recherche par l'historique de Bing. Et donc, je vais devoir aussi analyser finalement l'ensemble de ces visuels sur ces moteurs de recherche pour à la fin augmenter mon trafic, les ventes et mon revenu. Super. Eh ben, merci beaucoup Thomas pour toutes ces infos. Et puis, c'est sûr qu'on voit que le SEO se contente de moins en moins au simple Google et à l'optimisation de mots-clés, ça devient beaucoup plus vaste que ça. Il y a pas mal de questions, donc on va essayer de les prendre pour les 3-4 minutes qui viennent et puis ensuite on basculera sur le quiz. J'espère que vous avez apprécié toute cette démonstration de Thomas et puis les leviers que vous pouvez actionner à votre niveau sur l'ensemble des catégories ou des étapes de votre stratégie SEO. Il y avait donc la question de Jen qui était très populaire. André aussi était populaire et il se demandait, à juste titre d'ailleurs, si tout le monde se sert de la même technique, comment faire pour se démarquer? Ça, c'est une très bonne question. Et c'est toujours été cette même question en SEO. Quand tout le monde a le même contenu et que mon contenu a un score de performance, pourquoi Google ou SearchGPT va me mettre en première ou deuxième position? Alors la première, je pense que, et ça revient sur l'originalité, forcément tout le monde utilise des outils d'assistant IA. Donc comment créer un contenu qui soit le plus original? Ça va venir des phases d'amont, d'études de mots-clés et de la création du brief. On va essayer à chaque fois d'intervenir quand même sur une personnalisation du brief et sur notamment, quand je parlais du ton à donner sur un contenu, typiquement pour des sites, notamment pour la nutrition infantile, on avait mis en place toute une stratégie d'interprétation des contenus du site existant de ma marque pour comprendre quel était finalement le ton à apporter. Donc, on va personnaliser un peu ce contenu par rapport au positionnement de ma marque. Chaque marque a un positionnement différent. Donc, déjà, ça peut apporter une personnalisation du contenu. Donc, ça, il y a des outils qui intègrent directement de manière native et d'autres, malheureusement, il va falloir aussi le connecter en essayant de faire comprendre à l'assistant IA qui doit comprendre et créer un contenu qui est adapté au ton de ma marque. Deuxième chose, c'est forcément également, comme j'expliquais, on ne peut pas utiliser un outil seul. Donc, si j'arrive à connecter les outils de benchmark à derrière mon interprétation sur l'objectif que je veux donner à une page et bien sûr le ton, on va essayer de personnaliser un peu le contenu. Oui, forcément, sur une question, si je donne une question sur les quantités de lait à donner à bébé, sur tous les sites, on va avoir la même, on va dire, réponse parce que c'est factuel en fonction de l'âge de bébé. À l'inverse, si je réfléchis à une stratégie holistic search où j'ai fait mon analyse de mots-clés, donc j'ai identifié les questions, mais je me suis rendu compte que ce qui est attendu par l'internaute, c'est un tableau de comparaison, mais également ce tableau de comparaison, il doit être sous forme d'image ou vignette illustrée type infographie. Plus, je peux avoir des étapes didactiques pour expliquer les positions pour allaiter ou pour donner biberon à bébé, tout ça corrélé à une page. Et donc oui, en effet, comment démarquer de la compétition, c'est bien sûr de corréler toute une partie benchmark et analyse, comme je vous ai montré, d'études de mots-clés pour pouvoir se démarquer de la compétition là où un compétiteur aurait pris que textuellement les mots-clés, primaire et secondaire, quantité de lait bébé, aurait potentiellement identifié des questions, aurait fait un contenu textuel, mais derrière n'aurait pas réussi à avoir une vraie stratégie holistic search pour essayer de vraiment répondre
Et derrière, bien sûr, potentiellement d'essayer de travailler un peu d'autorité, parce que l'autorité reste un critère clé. Et pour 2 contenus très performants avec la même stratégie, ce sera finalement le volume de backlinks, donc l'autorité du nom de domaine et de la page, qui permettra à Google et également à SearchGPT de nous faire passer en première position. Merci Thomas. Et puis on va prendre une petite dernière avant de basculer au quiz. En parallèle, je vous ai mis le petit QR code si jamais vous voulez, vous avez passé un bon moment et vous voulez nous remercier pour les efforts et la valeur apportée dans ce webinaire. N'hésitez pas à nous mettre un petit avis sur Google. C'est toujours bon pour notre autorité au niveau du SEO et on essaie d'être des cordonniers bien chaussés. Donc, n'hésitez pas si jamais vous avez aimé ça. On prend une dernière question qui est celle de Florian et puis on bascule sur le quiz. Florian se demandait, Thomas, je ne sais pas si tu vois la réponse. ChatGPT englobe beaucoup de widgets complémentaires avec des stratégies SEO. Lequel suggérerais-tu Et voilà. Alors, je vais pas avoir forcément une réponse sur ces recommandations de widgets parce que comme on l'a présenté la dernière fois, dans la manière dont nous on va utiliser ChatGPT, on va le corréler à un certain nombre d'outils et donc on va nourrir notre assistant interne sur ces outils. Donc malheureusement, je vais pas être sur une réponse claire sur quels sont les widgets complémentaires que je recommanderais dans une stratégie SEO. Je vais revenir sur mon même point. Oui, il y a des widgets au sein de ChatGPT. Ces widgets sont pertinents en fonction de la qualité de ce qu'ils vont apporter et je pense qu'il faut les utiliser. Est-ce qu'il faut les utiliser seuls? Ma réponse est non. Toujours dans la même logique de ce que j'ai expliqué tout au long de ce webinaire, que si on va avoir une bonne stratégie et se démarquer en SEO, vous allez devoir également utiliser des outils connexes pour nourrir finalement ChatGPT et potentiellement l'utilisation de ces widgets qui vont également vous apporter des réponses dans votre stratégie SEO. Super, merci beaucoup Thomas. Je pense que c'était super intéressant. J'ai moi-même appris pas mal de choses. Je vous propose, pour finir, puisqu'il est déjà presque l'heure de basculer sur le fameux et traditionnel quiz. Vous pouvez vous rendre sur kahoot.it et puis rentrer donc à partir de votre téléphone cellulaire et vous connecter avec le code PIN 3387725. Il y a déjà des habitués qui sont en train de rentrer dans la salle. On va prendre 1 ou 2 minutes le temps de vous laisser arriver et puis on va pouvoir démarrer tranquillement le jeu. En attendant, Thomas, une dernière petite question. Est-ce que tu aurais un autre outil à suggérer pour remplacer SEMrush ou c'est vraiment ta passion ultime dans la vie et pour rien au monde tu le remplacerais? J'essaie de remplacer SEMrush, simplement parce qu'avec leur monopole, ils sont devenus de plus en plus chers et c'est pas forcément devenu l'outil le plus accessible. J'en aurais un premier en recommandation sur la partie rapport de position qui est assez accessible, qui est AWR. Je crois que c'est AWR Ranking Tools, qui est un outil qui est assez accessible sur cette partie analyse de positionnement et notamment du pixel. Quand je parlais de la réalité de votre visibilité SEO et de part de voix SEO, comme il est au pixel, il va vraiment analyser le format. Et comme on a vu tous les formats qui maintenant sont présents sur la page de résultats, c'est un outil qui est assez pertinent et qui est assez accessible. Après, forcément, sur cette partie rapport de position, il y a, quand on a du temps et des ressources SEO, il y a des outils comme Data for SEO qui sont assez utiles, mais qui demandent beaucoup de traitement de données. Donc, il faudra avoir des ressources internes. Mais sur Data for SEO, il y a toute une partie ranking et on paye uniquement ce dont on a besoin. Donc, ça permet parfois d'être très concurrentiel par rapport à l'offre SEMrush sur toujours cette partie analyse de données de la page de résultats et de ranking. Et notamment sur la partie Data for SEO, il y a aussi toute la partie base de données, mots-clés. Donc, il y a aussi tous les volumes et tous les mots-clés qui sont présents dedans, donc qui sont très utiles en SEO. Et je terminerai peut-être par Ahref, forcément, parce qu'on l'a évoqué. Donc, Ahref, qui était un outil de netlinking historiquement, qui très vite s'est orienté aussi sur la partie ranking et qui, je crois, a même intégré il y a très récemment aussi une partie génération de contenu IA, donc des outils d'IA à l'intérieur de Ahref. Donc, Ahref, toujours dans le point de comparaison avec SEMrush, reste aussi un outil qui peut être utilisé et qui a une force aussi sur cette partie analyse de positionnement et également sur cette partie autorité. Super, merci Thomas, merci beaucoup pour ton expertise et ta pédagogie. J'espère que vous avez passé un bon moment et puis on va basculer sur le quiz. Comme je le disais, n'hésitez pas dès maintenant si vous voulez vous inscrire avec le petit bouton lien à notre prochain webinaire. Et puis je glisse ça comme ça, mais la semaine prochaine c'est Vendredi Fou. Donc restez bien connectés sur vos infolettres parce que si jamais vous êtes intéressé par l'information, il se pourrait
que ce soit un moment intéressant pour en acheter. Je n'en dis pas plus et on y va pour ce quiz. Attention, il faut évidemment bien répondre à la question. Il faut aussi répondre le plus rapidement possible pour espérer gagner. Comment tirer profit de l'IA? C'était la thématique. Et la question numéro 1 est: quelle proportion des recherches mondiales est effectuée sur une propriété de Google? On l'a traité au tout début dans l'intro. Est-ce que c'est 51%, 71%, 91%, 99%? Et je peux t'en dire que c'est pas vraiment mondial, c'est surtout dans le monde occidental. Je pense qu'il y a un petit glitch sur le mot mondial. Mais si vous avez été attentif, normalement, vous avez vu ça sur le petit camembert avec la répartition. Effectivement, c'est 91% des recherches qui sont faites sur une propriété Google, qui garde quand même un monopole très très fort, bien que menacé. G est en place, comme toujours. Marion et Guillaume sont là aussi. On passe à la question 2. Quelle est la première étape clé d'une stratégie SEO? On parle de la façon dont tout ça a été présenté par Thomas. Donc, il y avait plusieurs étapes. On va vous demander quelle était la première étape selon lui et selon Digitad quand on lance une stratégie SEO. Est-ce que c'est l'audit technique, l'étude de mots-clés, la strate de contenu ou la création du dit contenu? Encore 3 secondes pour répondre. Et la bonne réponse était l'audit technique. Bravo, l'immense majorité d'entre vous le savez. Notamment Caro, Mini G, Alex G, toute la famille des G est en place à la poursuite de Caro. On avance sur la question 3 qui est un vrai ou faux. SEMrush utilise de l'IA pour proposer des mots-clés en lien avec votre domaine. On en a parlé au niveau des divers outils, notamment sur la partie sémantique. On a parlé de SEMrush. Est-ce que ça utilise de l'IA pour proposer des mots-clés en lien avec votre domaine selon vous? Eh bien oui, Thomas nous en a parlé. Il devait être à peu près 11h25 à ce moment-là. Et donc c'est vrai. Pas mal de bonnes réponses. Caro, Miniji, Martin sont en tête. Il nous reste 2 questions. Rédiger des contenus de A à Z avec l'IA est fortement conseillé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Normalement, c'est assez facile. Effectivement, c'est faux. On ne va jamais recommander ça. On va toujours recommander de l'utiliser pour vous aider, mais pas juste de créer un contenu de A à Z et le balancer tel quel sur le web. Ce serait probablement contre-productif. Miniji prend la tête devant Caro et Sarah. Il reste une question et tout est possible. Ça se joue à moins de 10 points pour faire la différence. On y va avec la question 5. Attention, réponse multiple possible. À la fin, Thomas nous a parlé de la méthode Holistic Search. Quels sont les types de données qui sont utilisées pour enrichir son analyse en Holistic Search? Est-ce que c'est les données sociales, commerciales, les données de recherche ou bien les données émotionnelles? Et encore une fois, je le répète, il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. Ça a été adressé dans la partie sur le Holistic Search. La bonne réponse, c'était les 3 premiers. Les données sociales sont utilisées, les données commerciales sont utilisées et les données de recherche sont utilisées. Il y a juste l'aspect émotionnel en tant que tel qu'il ne l'est pas. On va voir qui a bien répondu aussi à cette 5e question. En 3e position, on a Charlie. Bravo Charlie. En 2e, on a Miniji qui finit sur la 2e marche. Et notre gagnant ou gagnante du jour, c'est Zolozi. Bravo à toi. Tu remportes donc ta formation La Fusée. Tu peux contacter directement, nous écrire sur le site web ou contacter Mathilde avec un Y @commercial-lafusée.ca et puis tu pourras choisir la formation de ton choix. Thomas, merci beaucoup. Est-ce que tu as un mot de la fin avant qu'on se sépare? Je pense que c'est vraiment Géo sur le GPT. Je pense que maintenant tout le monde isolait leur analyse sur Google. Je pense que intelligemment, penser à faire des analyses de positionnement sur Bing, ce sera intéressant et ça permettra d'orienter potentiellement votre priorisation de stratégie SEO pour 2025. Merci beaucoup. Ce sera le mot de la fin. On se voit l'année prochaine pour le prochain webinaire. Et puis bonne journée tout le monde. Au revoir.